Vanessa resta figée dans la cuisine de ma fille, fixant la photo encadrée. Au-dessus de la cheminée comme si elle avait vu un fantôme. Sa bouche, barbouillée de rouge à lèvres, s'entr'ouvrit légèrement, ses doigts se crispèrent sur la lanière de son sac à main. Puis elle murmura, à peine audible. « Oh mon Dieu !» 5 minutes plus tard, elle dévalait le perron d'Emma sous la pluie, tremblant. Si fort qu'elle fit tomber ses clés de voiture dans l'herbe mouillée, près des hortensias. Je ne l'ai pas suivie. Ma fille non plus. Nous sommes restés là, en silence, tandis que son SUV faisait marche arrière trop brusquement avant de disparaître au bout de la rue. Et debout dans la cuisine chaleureuse de ma fille, sentant l'odeur du pain à l'ail et de la sauce tomate qui refroidissait. Sur la cuisinière, j'ai réalisé quelque chose que je n'aurais jamais cru. Certaines personnes passent leur vie entière à fuir la chose même qui aurait pu les sauver. Mais je brûle les étapes. Pour expliquer pourquoi Vanessa s'est enfuie de cette maison après 24 ans, je dois vous ramener à Columbus, Ohio. L'hiver 1999, à l'époque où mes genoux fonctionnaient encore correctement et où je pensais que l'amour seul pouvait faire tenir un mariage. Alerte divulgachi, ce n'est pas le cas. J'ai rencontré Vanessa quand j'avais 25 ans. Elle travaillait au guichet d'une banque en centre-ville. Des pommettes saillantes, un sourire éclatant, toujours habillée comme si elle appartenait à un endroit plus chic que Columbus. Je travaillais à la maintenance pour la COTA, régie des transports du centre de l'Ohio. Surtout des bus, de longue garde. L'odeur du diesel imprégnait mes vestes, peu importe la quantité de lessive que j'utilisais. Elle se moquait de moi à ce sujet. Tu sens le moteur, riait-elle. Saper les factures, lui. Répondais-je à l'époque. Elle m'embrassait quand même. C'est curieux de voir à quel point les gens changent vite une fois que la vie cesse d'être excitante. Nous nous sommes mariés 2 ans plus tard dans une petite église près de Dublin. Rien de luxueux. Ma mère avait cuisiné presque tout elle-même parce que nous n'avions pas les moyens de payer un traiteur. Pendant un temps, ça allait. Pas le bonheur des films, mais le vrai bonheur. Les soirées pizza du vendredi, les voyages bon marché au lac Erie, assis sur des chaises de jardin devant notre appartement parce que nous n'avions pas encore l'air conditionné. Mais Vanessa en voulait toujours plus, de plus grandes villes, de meilleurs restaurants, des amis plus riches. Elle s'asseyait en feuilletant des magazines, parlant de Scottsdale ou de San Diego comme si l'Ohio l'offensait. Personnellement, pendant ce temps, j'essayais simplement de payer l'électricité. Quand elle est tombée enceinte d'Emma, j'ai pensé que les choses allaient s'apaiser. Au lieu de cela, ce fut pire. Emma souffrait de coliques quand elle était bébé. Elle ne dormait presque pas. Vanessa détestait être coincée dans l'appartement toute la journée pendant que je faisais des heures supplémentaires. Je rentrais à minuit, sentant la graisse et l'air froid, et elle était déjà en colère avant même que je passe la porte. Une nuit de février, je l'ai trouvée debout dans la cuisine, en pleurs, alors qu'Emma hurlait dans son berceau. Des biberons sales traînaient dans l'évier, la télé scintillait en arrière-plan, la neige s'accumulait devant la fenêtre de l'appartement. Vanessa avait l'air épuisée, pas fatiguée, mais vide. Je ne peux plus faire ça, a-t-elle dit. J'ai essayé de prendre Emma dans ses bras. Mais Vanessa a reculé. Tu ne penses pas ce que tu dis, lui ai-je dit.
doucement. Si, je le pense. Emma continuait de hurler entre nous. Puis, Vanessa a prononcé la phrase dont je me souviens mot pour mot 24 ans plus tard. Toi et ce bébé, vous allez gâcher mon avenir. Pas notre avenir. Son avenir. Ça aurait dû tout me dire, dès cet instant. 3 jours plus tard, je suis rentré du travail et j'ai trouvé la moitié du placard vide. Une valise partie. La photo du mariage disparue de l'étagère. Et Emma endormie dans son berceau à côté d'un mot écrit à la main qui disait « Simplement, je ne peux pas vivre comme ça. » C'était tout. Pas d'excuses, pas de promesse de revenir, juste partie. Au début, j'ai pensé qu'elle avait besoin d'espace. 1 semaine a passé, puis 2. À la 3e semaine, j'ai compris. Je n'étais plus un mari. J'étais un père célibataire avec un bébé de 3 mois et $36 sur mon compte courant. Ces premières années sont un flou aujourd'hui. Beaucoup d'épuisement, beaucoup de bruit. Emma pleurant à 2 heures du matin pendant que je chauffais des biberons dans notre minuscule cuisine. Conduire jusqu'à Crozet avant le lever du soleil parce que les couches étaient en promotion. M'endormir dans un fauteuil inclinable à côté de son berceau parce que j'avais peur de ne pas l'entendre tousser. Il n'y a pas d'applaudissements pour ce genre de vie. Personne ne dit aux pères qu'ils font du bon travail quand ils vont chercher leur enfant à la crèche. La plupart des gens ont l'air mal à l'aise, surtout à l'époque. Je me souviens encore d'une mère à l'école maternelle me demandant « Alors, où est la maman d'Emma ?» Comme si elle ne pouvait pas concevoir qu'un homme soit là. Seul, tenant une brique de jus et un sac à dos couvert de canards de dessin animé. J'ai tout appris à la dure, comment tresser les cheveux grâce à un autre papa. L'église, comment coudre des ailes de costume pour les spectacles de l'école. Comment garder le sourire quand Emma posait des questions auxquelles je ne pouvais pas répondre. Pourquoi maman n'appelle-t-elle pas celle-là me tuait presque à chaque fois. Je n'ai jamais critiqué Vanessa devant Emma. Jamais. Peu importe ma colère. Les enfants méritent mieux que d'hériter d'eux. L'amertume des adultes. Pourtant, la solitude change un homme. Il y avait des nuits, après qu'Emma se soit endormie, où je restais assis dans le garage à faire semblant de réparer des choses juste pour ne pas avoir à réfléchir. Bière fraîche, radio contriant. Sourdine, main gercée par le travail. Je fixais cette vieille couverture de bébé tricoté que Vanessa avait laissé derrière elle. Un truc bon marché, les coutures jaunes s'effilochaient au coin. Mais Emma l'adorait. Elle la traînait partout dans l'appartement quand elle était petite. Alors je l'ai gardée. Pas pour Vanessa, pour ma fille. Et d'une manière ou d'une autre, la vie a avancé. Emma a grandi intelligemment. Et avec force aussi. Au lycée, elle obtenait de meilleures notes que ce que j'aurais jamais osé imaginer pour moi-même. Puis l'école d'infirmière, puis les soins intensifs en traumatologie à Cincinnati. La première fois que je l'ai vue porter sa blouse d'hôpital, je me suis assis dans mon camion après coup et j'ai pleuré comme un idiot dans le parking couvert. Pas parce que j'étais triste, mais parce que nous avions réussi. Contre toute attente, nous avions vraiment réussi. À ce moment-là, je n'avais pas entendu le nom de Vanessa depuis des années. Pas avant ce jeudi soir d'octobre. J'étais à la maison en train de regarder une
Vieille rediffusion de MASH avec le volume trop fort, comme finit par le faire. Tout homme de plus de 50 ans. Le téléphone a sonné. Emma. Quelque chose dans sa voix m'a paru immédiatement étrange. Papa? Tout va bien? Long silence. Puis, quelqu'un m'a envoyé un message en ligne. Je le savais déjà. Je ne sais pas comment, mais je le savais. La pièce a soudain semblé plus froide. Finalement, j'ai demandé doucement, ta mère? Emma a expiré lentement. Ouais. Et juste comme ça, après 24 ans, Vanessa était de retour. Pendant les 2 jours suivants, j'ai à peine dormi. C'est drôle avec l'âge, on finit par ne plus craindre les bagarres, les factures impayées ou le mauvais temps. Ce qui vous ronge vraiment, ce sont les choses que vous pensiez enterrer pour de bon et qui réapparaissent soudainement à votre porte ou dans ce cas, dans les messages Facebook de votre fille. Emma me les a transférés le lendemain matin de son appel. Je me suis assis à ma cuisine avec mes lunettes de lecture sur le bout du nez et j'ai fixé les mots. Écrits par une femme que je n'avais pas vue depuis presque un quart de siècle. Salut Emma. Je sais que je ne mérite probablement pas de réponse. Cette ouverture à elle seule m'a irrité. Pas parce que c'était cruel, mais parce que ça sonnait travaillé, comme quelque chose copié d'un talk show de l'après-midi. Il y avait 6 messages au total. Beaucoup de regrets vagues, beaucoup de découvertes de soi, beaucoup de blabla sur la guérison et les deuxièmes chances. Une phrase sortait du lot, cependant, je pense à toi chaque jour. J'ai vraiment ri en lisant cela. Pas un rire joyeux, non plus. Le genre de rire qu'un homme pousse quand quelque chose le blesse et l'agace en même temps. 24. Anniversaire, 24 matins de Noël, 24 ans de concerts scolaires, de fièvre, d'appareils dentaires, de remise de diplômes, de mauvais petits copains, d'examens d'infirmière, de déménagement, de chagrin et de victoire. Et maintenant, soudain, elle pensait à elle chaque jour. C'est ça, ouais. Emma est venue cet après-midi-là après son service à l'hôpital. Elle portait encore sa blouse bleu marine sous son manteau. Cheveux attachés, en désordre. Yeux épuisés. Les soins de traumatologie font vieillir les gens rapidement. Elle s'est affalée sur mon canapé et m'a tendu un sac de chez Wendy's. Je t'ai apporté un burger, a-t-elle dit. Tu essaies de me tuer. Tu manges déjà. Comme un raton laveur divorcé. Ça m'a fait sourire un peu. Emma a toujours su briser la tension sans même essayer. Nous avons mangé dans le salon pendant que les nouvelles locales défilaient en fond sonore, un reportage sur des travaux routiers près de Cincinnati. Finalement, elle a demandé, alors, qu'est-ce que tu en penses? J'ai essuyé du ketchup sur mes doigts avant de répondre. Je pense que les gens reviennent. Généralement parce qu'ils ont besoin de quelque chose. Emma a hoché la tête. Lentement, comme si elle le savait déjà, mais savoir quelque chose logiquement et l'accepter émotionnellement sont 2 choses différentes. C'est particulièrement vrai quand il s'agit des parents. Même les adultes accomplis portent toujours en eux ce petit enfant, la partie qui se demande « Pourquoi n'ai-je pas suffi ?» Emma n'a jamais dit ces mots à voix haute. Elle n'en avait pas besoin, je pouvais les entendre malgré tout. Cette nuit-là, après son départ, j'ai fait du café et je me suis assis devant mon vieil ordinateur de bureau dans la chambre d'amis. Et j'ai fait quelques
Chose que je n'avais pas fait depuis des années. J'ai cherché Vanessa sur Internet. Il s'avère que les gens laissent beaucoup de miettes de pain de nos jours, Facebook, Instagram, de vieux dossiers judiciaires. Ça n'a pas pris longtemps. Vanessa avait passé les 20 dernières années à osciller entre l'Arizona et le Nevada, principalement. 2 mariages après moi. L'un s'est terminé par un divorce, l'autre par une faillite. Il y avait des dizaines de photos en ligne. Vanessa posant à côté de voitures de location, de piscines d'hôtel, avec des cocktails qu'elle ne pouvait probablement pas se payer. Tout était filtré à l'extrême. Sous une photo, elle avait écrit « Je choisis enfin la paix plutôt que le mode survie toxique ». J'ai fixé cette phrase pendant un moment. Mode survie toxique. Pendant ce temps, je me souvenais avoir réparé des bus pendant les tempêtes de neige de janvier avec 3 couches de chaussettes parce que les heures supplémentaires permettaient de payer l'école catholique d'Emma. C'est drôle de voir comment les gens réécrivent l'histoire une fois que le temps a passé. Plus je creusais, plus c'était laid, taxes impayées, un procès civil intenté par un casino près de Tucson. Puis j'ai trouvé autre chose, des documents de la cour familiale. Ça m'a glacé sur place. Vanessa avait un fils de 16 ans issu de son 2e mariage. Apparemment, il y avait une sale bataille pour la garde. Après le divorce. Je ne suis pas avocat, mais même moi je pouvais comprendre l'essentiel des papiers. L'avocat de son ex-mari soutenait que Vanessa manquait de stabilité familiale et de constance parentale à long terme. Traduction, une mère indigne. Et soudain, le moment qu'elle avait choisi pour revenir prenait tout son sens. Quelques mois plus tôt, Emma avait figuré dans un reportage télévisé local après avoir aidé à sauver plusieurs victimes lors d'un carambolage sur l'île 75. La station l'avait interviewée devant l'hôpital. Il parlait d'une infirmière en traumatologie respectée, propriétaire, mariée et heureuse. L'image parfaite, la fille parfaite. Exactement le genre de choses qu'une femme en difficulté pourrait soudainement vouloir attacher à son nom devant un tribunal. Je me suis adossé à ma chaise, me sentant mal. Pas en colère exactement, juste fatigué. Il y a un genre particulier d'épuisement qui vient quand on réalise que quelqu'un n'a toujours pas changé après 24 ans. Le samedi suivant, Emma est remontée de Cincinnati. Après-midi pluvieux, ciel gris, une de ces journées humides de l'Ohio où les articulations font mal avant même de sortir du lit. Elle m'a trouvé dans le garage en train de faire semblant d'organiser des outils que j'avais déjà organisés 2 fois. Tu as trop réfléchi, a-t-elle dit. Qu'est-ce qui m'a trahi? Tu as classé ton tiroir à tournevis par ordre alphabétique. C'était vrai. Nous nous sommes assis sur de vieilles chaises pliantes près d'eux. L'établi pendant que la pluie tambourinait contre la porte du garage. Emma avait l'air nerveuse, pas effrayée par Vanessa, mais effrayée d'attendre quelque chose d'elle. C'est pire. Je n'arrête pas de me demander, pourquoi maintenant? A-t-elle admis doucement. Je n'ai pas répondu tout de suite. Parce que parfois, dire toute la vérité à son enfant, c'est comme lui tendre une brique et lui demander de la porter pour toujours. Au lieu de cela, j'ai demandé. Qu'est-ce que tu attends de tout ça? Elle a baissé les yeux sur sa tasse de café. Je ne sais pas, si, tu le sais. Long silence.
Puis, finalement. Je crois que je veux juste l'entendre s'expliquer une fois. Cela m'a fait plus de mal que prévu. Parce qu'après toutes ces années, une partie d'Emma croyait encore qu'il pourrait y avoir une explication assez importante pour justifier l'abandon. Il n'y en a pas. Il n'y en a jamais. J'ai frotté mes mains l'une contre l'autre, sentant les vieilles cicatrices sur mes phalanges dues aux années passées sur les moteurs. Ma petite, ai-je dit. Doucement, une seule fois, c'est rarement suffisant. Emma a levé les yeux vers moi. Tu penses qu'elle ment? Non, ai-je répondu honnêtement. Je pense qu'elle croit à n'importe quelle version d'elle-même qui l'aide à dormir. La nuit. Cela resta entre nous pendant un moment. Plus tard dans la soirée, Emma m'a aidé à préparer des pizzas surgelées parce qu'aucun de nous n'avait envie de cuisiner. Elle a ri quand j'ai fait tomber du fromage râpé partout sur le sol. Tu es désespérant. Je t'ai élevé seul. Un peu de respect. Tu continuais à m'acheter des céréales pour le dîner. Tu adorais les céréales. J'avais 8 ans. Pendant quelques minutes, les choses semblaient normales à nouveau. Puis mon téléphone a sonné. Numéro inconnu de l'Arizona. J'ai failli l'ignorer. J'aurais dû faire confiance à mon instinct. Allô? La femme au bout du fil avait l'air irritée avant même que je ne parle. Nous essayons de joindre Vanessa Holloway au sujet d'une question financière. Êtes-vous un parent? Holloway? Pas merci. À un moment donné, Vanessa avait aussi pris le nom d'un autre homme. Non, ai-je dit sèchement. Eh bien, ce numéro figurait comme contact familial. J'ai fermé les yeux. Bien sûr qu'il y figurait. Enlevez-le. Ai-je dit. Puis j'ai raccroché. Emma en avait entendu assez depuis la cuisine pour comprendre. Elle m'a regardé attentivement, et à cet instant, je pense que nous avons tous les deux réalisé la même chose. Vanessa n'avait pas soudainement redécouvert la maternité. Elle n'avait tout simplement plus d'autre endroit où aller. 2 jours plus tard, Emma lui a envoyé un SMS. Un dîner, une conversation. C'était tout. Et contre tous mes instincts, j'ai accepté d'être présent parce que quelque chose au fond de moi me disait que cela ne se terminerait pas tranquillement. Les pires mensonges ne sont pas toujours ceux que l'on prononce à voix haute. Parfois, les pires sont ceux que l'on garde enterrés parce qu'on pense que le silence protège quelqu'un. C'est la partie que personne ne vous dit quand on devient parent. On passe la moitié de sa vie à essayer de décider de quelle vérité son enfant est assez grand pour survivre. 3 jours avant le dîner avec Vanessa, j'ai réalisé qu'Emma méritait toute l'histoire. Pas la version édulcorée que je lui servais depuis la maternelle. La vraie. J'ai conduit jusqu'à Cincinnati après le travail en portant un sac de courses contenant 2 choses, une tarte aux pommes brûlées de chez Kroger. Une vieille enveloppe Kraft que je n'avais pas ouverte depuis presque 20 ans. Emma a ouvert la porte, vêtue d'un jogging gris et d'un de ses sweats à capuche trop grand de l'université de Cincinnati qu'elle avait volé à son mari. Tu as fait 1h30 de route pour m'apporter un empoisonnement au dessert. C'était en promotion. Ça explique les marques de brûlé. Elle s'est effacée, souriant faiblement, mais je voyais déjà qu'elle avait pleuré plus tôt. On apprend ces choses-là quand on est parent, les yeux gonflés, la voix calme, la façon dont quelqu'un se déplace dans sa propre cuisine quand son esprit est ailleurs.
son mari, Marc, était encore en centre-ville au cabinet d'avocat, nous n'étions donc que tous les deux. La pluie frappait doucement les vitres pendant que je me tenais là, maladroit. Dans sa cuisine, tenant cette enveloppe comme si elle pesait 25 kilos. Emma l'a remarqué immédiatement. C'est quoi? Je n'ai pas répondu tout de suite. Ce fut ma première erreur. Car quand votre silence change de forme, vos enfants le ressentent instantanément. Papa. Je me suis enfin assis à la table de la cuisine et j'ai fait glisser l'enveloppe vers elle. Il y a des choses que j'aurais dû te dire il y a longtemps. Son expression a changé immédiatement. Pas de la peur exactement, mais plutôt une mise en garde émotionnelle, ce genre de barrière que les infirmières développent après des années passées aux urgences. J'ai frotté mes paumes contre mon jean avant de parler. Quand ta mère est partie, ce n'était pas seulement parce qu'elle était dépassée. Emma restait silencieuse. Elle voulait que je t'abandonne. C'est tombé comme un coup de massue. Pas de façon théâtrale. Pire, de façon sourde. Emma a cligné des yeux une fois, lentement. Quoi? Elle disait que nous aurions tous les deux de meilleure vie si une autre famille t'élevait. La cuisine semblait soudain trop calme. J'entendais le ronflement du réfrigérateur derrière nous. La pluie dehors. Un chien qui aboyait quelque part dans la rue. Emma me fixait comme si elle essayait de décider si elle avait mal compris la phrase. Elle voulait que je te confie à l'adoption, ai-je répété doucement. Emma s'est adossée à sa chaise. Pendant quelques secondes, elle ne ressemblait plus à une infirmière de 30 ans mais à la petite fille qui se blottissait sur mes genoux après ses cauchemars. Elle a vraiment dit ça? Plus d'une fois. Sa mâchoire s'est contractée. Je me détestais un peu à ce moment-là parce que je savais exactement ce qui se passait derrière ses yeux, chaque souvenir d'enfance en train de se réorganiser, chaque question sans réponse trouvant un nouveau sens. J'ai ouvert l'enveloppe avec précaution. À l'intérieur se trouvaient de vieux papiers pliés tant de fois que les bords étaient devenus mous, des documents de divorce, un bracelet d'hôpital de la naissance d'Emma, et le mot original que Vanessa avait laissé. Je lui ai tendu. Emma a lu en silence. Puis, elle a dégluti avec peine. Je ne peux pas vivre comme ça. Cette partie lui a fait mal, mais pas autant que la page suivante. Une seconde lettre, une lettre que je n'avais jamais montrée à un autre être humain. Emma l'a dépliée lentement. Je me souvenais encore du jour où elle était arrivée. Emma avait 5 ans. Une dent de devant en moins, des bottes de pluie. Violette, obsédée par les nuggets de poulet. Je rentrais tout juste du travail. Quand j'avais trouvé l'enveloppe coincée dans la boîte aux lettres de l'appartement. Pas d'adresse de retour. À l'intérieur, Vanessa avait écrit « Si jamais tu la laisses me contacter, je lui dirai que tu l'as kidnappée. » Emma a arrêté sa lecture à mi-chemin. Son visage est devenu livide. Elle t'a menacé. J'ai hoché la tête. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, elle avait un nouveau petit ami. Une vie différente. Elle ne voulait pas de complications. Emma s'est levée si brusquement que sa chaise a violemment grincé sur le sol. Puis elle est allée près de l'évier et est restée là, simplement à respirer. Je n'ai pas bougé. Je n'ai pas essayé de la consoler non plus.
Certaines douleurs ont d'abord besoin d'espace. Finalement, elle a demandé doucement, pourquoi? Ne m'as-tu rien dit de tout ça? Elle était là. Pas la colère envers Vanessa, la colère envers moi. Et honnêtement, elle en avait tout à fait le droit. Je pensais te protéger. De quoi? De l'idée de ne pas avoir été voulu. Emma a ri une fois un rire court, sec, blessé. Eh bien, mission accomplie. Celle-là m'a touché en plein cœur. J'ai regardé mes mains. Des traces de graisse. Encore incrustées sous mes ongles après mon travail du matin. Des mains qui savaient reconstruire des moteurs mais, apparemment, pas comment expliquer la maternité à un enfant. Je ne voulais pas que tu grandisses en te détestant. Ai-je admis calmement. Emma s'est enfin retournée, les larmes coulant désormais. Tu aurais dû me laisser décider de ce que je devais ressentir. J'ai hoché la tête lentement. Parce qu'elle avait raison. C'était la partie la plus difficile. Après cela, la conversation s'est éteinte, pas de cris, pas d'éclat de voix. C'était presque pire. Emma est devenue distante, froide de cette manière polie. Propre aux adultes. Je suis parti 1 heure plus tard, laissant la moitié de la tarte brûlée sur son comptoir. Pendant les 2 jours suivants, elle a à peine répondu à mes messages. Je le méritais aussi. Le 2e soir, j'étais seul dans mon garage, me souvenant d'un autre hiver. Des années plus tôt. Emma dormait à l'étage. J'étais assis exactement là où je me trouvais maintenant quand la lettre de Vanessa était arrivée. Je me rappelais avoir lu ces mots encore et encore tandis qu'une vieille chanson d'Alan Jackson passait doucement à la radio. Dehors, la neige s'accumulait devant l'allée. À l'intérieur, j'avais pleuré plus fort que jamais dans ma vie d'adulte, pas parce que Vanessa me manquait, mais parce que je réalisais soudain que quelqu'un pouvait regarder une petite fille comme Emma et s'en aller sans se retourner. Cela a brisé quelque chose en moi, de façon permanente. Le 3e matin, mon téléphone a enfin vibré. Emma. Un seul message, passe. Après le travail. C'était tout. Quand je suis arrivé ce soir-là, elle m'a ouvert la porte en riant déjà. J'ai froncé les sourcils. Quoi? Sans un mot, elle m'a conduit dans la cuisine. La tarte aux pommes brûlées trônait toujours sur le comptoir, sauf qu'il y avait maintenant un post-it collé dessus, papa ne sait toujours pas cuisiner. J'ai fixé le mot, puis elle. Emma a croisé les bras. Tu sais ce qui est le plus triste? Quoi? J'en ai quand même mangé. J'ai ri pour la première fois depuis des jours, un vrai rire, cette fois. Emma s'est approchée, puis m'a serré fort dans ses bras. Je t'en veux, a-t-elle murmuré contre mon épaule. Je sais. Mais je sais pourquoi tu l'as fait. J'ai dégluti avec peine. Je voulais juste que tu aies une enfance normale. Emma a reculé en essuyant ses yeux. Ce train-là est passé quand tu as commencé à mettre des yaourts périmés dans mon goûter. C'était une seule fois. Il y avait des morceaux. C'est comme ça que les yaourts fonctionnent. Elle a ri de nouveau malgré elle. Puis son visage est redevenu sérieux. Je vais quand même la voir. J'ai hoché la tête lentement. D'accord. Mais pas parce que j'ai encore besoin d'une mère. J'ai attendu. Emma m'a regardé droit dans les yeux. J'ai besoin de paix. Et à cet instant,
debout dans la cuisine de ma fille alors que la pluie coulait. Sur les vitres de Cincinnati, j'ai réalisé que ce dîner n'allait pas rouvrir de vieilles blessures. Il allait enfin les exposer. Le soir où Vanessa est venue dîner, il pleuvait si fort que les rues du quartier d'Emma semblaient noires sous les lampadaires. L'Ohio a ce genre de pluie à la fin d'octobre froide, constante, le genre qui traverse votre veste avant même d'arriver du garage à la porte d'entrée. Je suis arrivé chez Emma en avance. Surtout parce que j'étais nerveux. Je me suis dit que c'était pour aider à cuisiner. C'était un mensonge. Emma a ouvert la porte, vêtue d'un jean et d'un pull vert foncé, les cheveux attachés lâchement. Elle avait l'air plus calme qu'il y a quelques jours, mais je voyais encore de la tension dans son regard. « Tu as 40 minutes d'avance. » a-t-elle dit. Je suis vieux. On part toujours en avance. Une fois, tu as raté mon concert de chorale parce que tu t'étais arrêté pour acheter de la viande séchée dans une station-service. C'était une urgence. Emma a levé les yeux au ciel et s'est effacée. Sa maison sentait toujours bon. L'ail, le café, le linge propre, le genre d'endroit où les gens vivent vraiment. Au lieu de simplement le mettre en scène pour les réseaux sociaux. Marc n'était pas encore là, une réunion tardive en ville. J'ai aidé à mettre la table. Pendant qu'Emma remuait la sauce sur le feu. Aucun de nous n'a mentionné Vanessa. Pendant un moment. Finalement, Emma a dit doucement, je n'ai pas peur d'elle. Je sais. J'ai peur d'avoir de la peine pour elle. Cette réponse m'a surpris. Pas parce qu'elle était faible, mais parce qu'elle ressemblait exactement à Emma. Elle a toujours été comme ça depuis qu'elle était petite, rapportant des oiseaux blessés à la maison, pleurant pour des chiens errants, faisant des doubles gardes pendant le Covid parce qu'elle ne supportait pas de laisser ses collègues déborder. Trop bon cœur pour ce monde, parfois. À 18h12, la sonnette a retenti. Emma s'est figée une demi-seconde avant de se diriger vers la porte d'entrée. Je suis resté dans la cuisine, faisant semblant de réorganiser les couverts. Puis j'ai entendu la voix de Vanessa pour la première fois en 24 ans, plus vieille maintenant, plus frêle, essayant toujours d'en faire trop. Oh mon Dieu, Emma. J'ai levé les yeux au moment où elles entraient dans la cuisine. Le temps n'avait pas été tendre avec Vanessa. Pas physiquement, à vrai dire. Artificiellement, tout chez elle semblait entretenu, plutôt que naturel. Des dents trop blanches, un front trop lisse, un maquillage lourd qui ressortait mal. Sous les lumières vives de la cuisine. Elle portait un manteau de couleur crème. Qui coûtait probablement plus cher qu'un mois de mensualité de mon camion il à 10 ans. Mais les lanières de son sac à main de marque s'effilochaient sur les bords. Cela m'en disait plus que n'importe quoi d'autre. Les gens qui ont vraiment de l'argent n'essaient généralement pas aussi fort d'avoir l'air riche. Vanessa s'est arrêtée quand elle m'a vu. Pendant une seconde, quelque chose de réel a traversé son visage, de la culpabilité, peut-être, ou de la honte. Puis, la mise en scène a repris le dessus. Daniel. Vanessa. Emma fit un geste maladroit vers la table. On peut s'asseoir? Le dîner commença péniblement. Le genre de conversation où tout le monde attrape son verre d'eau juste pour éviter le contact visuel. Vanessa a tout de suite trop parlé, comportement nerveux classique. J'ai suivi ta carrière d'infirmière sur Internet, a-t-elle dit à Emma.
Je suis si fier de toi. Emma a hoché la tête une fois. Tu ne savais même pas dans quelle université. J'étais allé. Cela a frappé plus fort que si elle avait crié. Vanessa a cependant vite rebondi. Eh bien, les réseaux sociaux facilitent les choses maintenant. Pas une réponse, juste du brouillard. Plus le dîner avançait, plus les fissures apparaissaient. Vanessa a oublié l'âge d'Emma 2 fois. Elle prétendait avoir toujours voulu reprendre contact. Elle parlait vaguement de mauvaises relations. Et de se trouver. À un moment donné, elle a même dit, ton père et moi étions tous les deux jeunes. J'ai failli rire. L'un de nous est resté. C'est là toute la différence. Emma remarquait tout, elle aussi. Je le voyais. Les infirmières observent les gens pour gagner leur vie. Les doigts tremblants de Vanessa. Les taches de nicotine cachées sous un vernis à ongles pâles. Les brefs éclairs de panique dès que la conversation devenait précise. Ce n'était pas une femme en paix. C'était une femme qui tenait à peine debout. Puis les choses sont devenues étranges. Vanessa n'arrêtait pas d'étudier la maison, pas pour l'admirer, mais pour l'évaluer. Ses yeux bougeaient constamment, les appareils électroménagers, les photos de mariage, les meubles, les tableaux, comme si elle calculait mentalement leur valeur. Cela m'a immédiatement dérangé. Puis vint le moment où tout bascula. Au-dessus de la cheminée était accrochée une photo encadrée d'un gala de charité en centre-ville, Emma et Marc souriant. À côté des parents de Marc. Vanessa a levé les yeux, avec désinvolture d'abord. Puis elle a cessé de respirer. Vraiment cessé. Tout son corps s'est bloqué. J'ai suivi son regard. Richard Holloway, le père de Marc, PDG d'Holloway Logistique. L'un des hommes les plus riches de Cincinnati. Richard, a chuchoté Vanessa avant de pouvoir se retenir. Non. Emma a froncé les sourcils immédiatement. Ça va? Vanessa fixait la photo. Trop longtemps. Beaucoup trop longtemps. Puis soudain, comment les connais-tu? Emma avait l'air confuse. C'est la famille de Marc. Vanessa est devenue livide sous tout ce maquillage. Le Richard Holloway. Emma a cligné des yeux. Ouais. Et là, assis dans la salle à manger de ma fille alors que la pluie martelait les vitres, j'ai su pas tout, mais assez. Parce que j'avais déjà vu ce regard-là. Des années plus tôt, à l'époque où Vanessa croyait encore que des gens riches pouvaient la sauver d'une vie ordinaire. Le reste s'est assemblé lentement au cours des 10 minutes suivantes, des petits morceaux de puzzle. Vanessa. Demandant soudain ce que faisait Marc dans l'entreprise. Si Richard voyageait. Encore souvent. Si Emma passait les fêtes avec les Holloway. Des questions qui semblaient anodines mais ne l'étaient pas. Puis à 18h23, la porte d'entrée s'est ouverte. Marc est entré avec des desserts. À emporter d'une pâtisserie du centre-ville. Derrière lui arrivaient ses parents. Apparemment, ils étaient passés à l'improviste après une collecte de fonds à proximité. Et à l'instant même où Richard Holloway a vu Vanessa debout. Dans cette cuisine, tout son visage s'est décomposé. Personne n'a parlé. Pas pendant au moins 3 bonnes secondes. Marc a immédiatement eu l'air confus. Papa? Richard fixait Vanessa comme s'il avait vu un cadavre assis à la table du dîner. Vanessa a essayé de sourire.
Ce fut un échec total. La femme de Richard? Patricia a remarqué la tension instantanément. Les femmes remarquent toujours ces choses. Je suis désolé, a dit Patricia lentement, nous nous sommes déjà rencontrés? Vanessa a ouvert la bouche. Rien n'est sorti. Puis Richard a répondu trop vite. Non. Un mensonge. Un mensonge évident. Emma regardait Richard puis Vanessa. Attentivement maintenant, ses instincts d'infirmière de traumatologie en plein éveil observant les réactions, les fréquences cardiaques, le langage corporel. Et Vanessa. Elle s'effondrait en temps réel. Quelques présentations maladroites ont suivi. Personne ne se détendait. Richard. Continuez d'éviter mon regard. Cela seulement disait assez. Puis environ 5 minutes plus tard, je suis allé dans le couloir près de la buanderie et j'ai entendu des voix étouffées au coin de la rue. Vanessa, tu me dois bien ça après ce qui s'est passé, a sifflé Vanessa. Voix basse. Richard avait l'air furieux. Tu dois partir tout de suite. J'ai tout perdu à cause de toi. Pas ici. Puis le silence. J'ai reculé avant qu'il ne me remarque. Et soudain, après 24 ans, je comprenais enfin pourquoi ma femme avait abandonné notre fille. Ce n'est pas la liberté qu'elle avait choisie, c'était un fantasme. Et maintenant, ce fantasme était en train de s'écrouler dans la cuisine de ma fille. Quand je suis revenu dans la salle à manger, plus personne ne faisait semblant. On pouvait le sentir dans l'air ce lourd silence que les adultes créent quand tout le monde réalise soudain qu'on se tient trop près de quelque chose de laid. Emma se tenait près de l'îlot central, un torchon dans les mains. Marc avait l'air confus et embarrassé. Patricia Holloway était devenue totalement immobile. De cette façon propre aux gens riches, visage calme, regard aiguisé, silence. Dangereux. Et Richard. Richard ressemblait à un homme dont le passé venait de forcer la porte d'entrée. Vanessa est revenue du couloir en essayant de reprendre contenance, mais ses mains tremblaient trop fort maintenant. Personne ne sait. Rassi. Le dîner était terminé, que quelqu'un l'admette ou non. Marc a finalement rompu le silence. Bon, qu'est-ce qui se passe? Personne n'a répondu tout de suite. Richard a desserré légèrement sa cravate. Patricia l'a regardé une fois et a dit calmement, Richard. Ce ton m'a dit que ce n'était pas le premier secret qu'elle lui arrachait. Vanessa a soudain essayé de sourire à nouveau à Emma. Une grosse erreur, ma chérie, a-t-elle dit doucement. Tout cela est juste très inattendu. Emma l'a coupé. Pourquoi connaissez-vous mon beau-père? Vanessa s'est figée. Richard a parlé le premier. Elle a travaillé pour ma société il y a des années. Travaillé. Pas couché avec, pas disparu avec, pas aidé à détruire 2 familles. Travailler. Emma a remarqué le choix des mots. Elle aussi. Je le voyais sur son visage. Les infirmières de traumatologie entendent des mensonges à longueur de journée. Les gens qui se vident de leur sang essaient encore de mentir sur la drogue, les liaisons, l'alcool, toutes sortes de choses. Emma avait développé ce regard calme que les soignants ont quand ils connaissent déjà la vérité mais veulent voir si vous allez la dire vous-même. Vanessa a ri nerveusement. C'était il y a longtemps. Patricia a croisé les bras lentement. Combien de temps?
Personne n'a répondu. Puis Marc a regardé son père. Papa? Richard s'est frotté le front vigoureusement et finalement, Vanessa a craqué. Peut-être par panique. Peut-être par humiliation. Ou peut-être a-t-elle réalisé que le fantasme qu'elle avait apporté se mourait trop vite pour être sauvé. J'ai quitté mon mari à cause de lui. D'accord, a-t-elle lâché. Silence de mort. La pluie frappait encore plus fort contre les fenêtres. Marc fixait son père comme s'il ne l'avait jamais vu. Patricia ne bougeait pas du tout. Emma a cligné des yeux lentement. Je pense honnêtement qu'une partie d'elle le savait déjà avant que les mots ne sortent. Vanessa continuait de parler trop vite maintenant. Il m'a dit que les choses allaient changer. Il a dit qu'il n'était pas heureux. Il a dit. Richard l'a coupé sèchement. Je ne t'ai jamais promis une vie ensemble. Oh, c'est bien pratique maintenant. Tu as pris tes propres décisions. Vanessa a ri amèrement. Mes propres décisions. J'avais 28 ans et j'étais assez stupide pour te croire. Cette partie, au moins, semblait honnête. Pour la première fois de la soirée, le masque se fissurait complètement. J'ai regardé Vanessa debout dans la cuisine de ma fille, son mascara commençant à couler sous ses yeux, et soudain j'ai presque pu revoir la jeune femme qu'elle était autrefois, agitée, superficielle. Désespérée de fuir une vie ordinaire et assez stupide pour confondre l'attention avec l'amour. Patricia a enfin pris la parole, très calme. Richard, est-ce vrai? Richard n'a pas répondu assez vite. C'est une réponse en soi, a marmonné Marc. Mon Dieu. Emma n'avait toujours pas parlé. C'est ce qui m'effrayait le plus. Elle n'était pas émotive, elle analysait avec soin, comme à l'hôpital un fait après l'autre. Finalement, elle a regardé directement Vanessa. Donc, tu as quitté papa parce que tu pensais que quelqu'un de plus riche te sauverait. Vanessa a immédiatement secoué la tête. Ce n'était pas comme ça. L'expression d'Emma n'a pas changé. Alors explique-moi. Vanessa a ouvert la bouche. Rien n'est sorti parce qu'il n'existait aucune explication qui sonnait mieux que la vérité. J'ai remarqué Richard qui fixait le sol désormais, honteux. Bien. Il était temps. La respiration de Vanessa est devenue plus saccadée. Tu ne comprends pas à quel point je me sentais piégé, a-t-elle dit doucement. Je me noyais. J'étais jeune. Je pensais avoir une chance pour une vie meilleure. J'ai enfin parlé pour la première fois en presque 20 minutes. Tu avais une fille. Vanessa m'a regardé, et pendant une seconde, une réelle culpabilité l'a frappé de plein fouet. Pas de l'embarras, pas de la manipulation, une vraie culpabilité. Mais elle arrivait 24 ans trop tard. Emma s'est avancée lentement vers la cheminée, puis a pris la photo de famille encadrée devant laquelle Vanessa s'était figée plus tôt, Marc à ses côtés. Richard et Patricia souriant. Une photo de famille normale. Emma l'a fixé un moment avant de parler. Tu sais ce qui est fou, a-t-elle dit doucement. J'ai passé des années à imaginer ce que ça me ferait de te rencontrer. Les yeux de Vanessa se sont immédiatement remplis de larmes. Emma. Je pensais qu'il y aurait peut-être une explication incroyable, une tragédie, une raison pour laquelle tu avais disparu.
La pièce resta totalement immobile. Puis Emma a regardé directement sa mère. Mais ça. Elle a secoué la tête lentement. Tu es parti parce que tu cherchais l'argent et l'attention. Vanessa a commencé à pleurer ouvertement maintenant. J'ai fait des erreurs. La voix d'Emma s'est durcie pour la première fois de la soirée. Non, tu as fait des choix. Cette phrase a frappé fort. Même Richard a fermé brièvement les yeux. Vanessa a fait un pas en avant désespéré. Je suis toujours ta mère. Et c'était là la phrase qu'elle pensait salvatrice. Emma a répondu. Immédiatement, le sang ne t'a pas retenu ici. L'amour, oui. Vanessa a cessé de bouger. Les yeux d'Emma se sont un peu embrumés, mais sa voix est restée ferme. Et tu n'as eu ni l'un, ni l'autre. Personne n'a parlé après cela, pendant plusieurs secondes. Le seul bruit était celui de la pluie frappant les gouttières à l'extérieur. Puis Patricia a calmement ramassé son sac à main. Nous discuterons de cela à la maison. A-t-elle dit à Richard. Pas de cris, pas de drame. Honnêtement, c'était pire. Ainsi. Marc avait l'air dévasté lui aussi, embarrassé pour son père, horrifié. Pour Emma. Richard s'est enfin tourné vers moi. Son visage paraissait plus vieux qu'il y a 30 minutes. Je suis désolé, a-t-il dit doucement. Je crois qu'il le pensait vraiment. Mais certaines excuses arrivent bien après qu'elles aient de l'importance. J'ai hoché la tête une fois. Rien d'autre ne méritait d'être dit. Puis Emma a disparu à l'étage brièvement. Quand elle est redescendue, elle tenait quelque chose de plié dans ses mains, la vieille couverture de bébé. Tricotée, les coutures jaunes usées au coin. Vanessa l'a fixée immédiatement. Oh mon Dieu! Emma s'est dirigée vers la porte d'entrée et l'a ouverte. L'air froid et pluvieux s'est engouffré dans la maison. Puis elle a tendu la couverture à Vanessa. C'est la seule chose que tu m'aies jamais laissée, a dit Emma. Doucement. Vanessa l'a prise avec des mains tremblantes. La voix d'Emma s'est un peu adoucie, pas de pardon, juste la fin de l'histoire. Nous n'en avons plus besoin. Vanessa s'est complètement effondrée après cela. Pas des pleurs de cinéma de vrais pleurs. Laids, humiliants, sans espoir. Elle a trébuché vers le perron, serrant toujours la couverture contre sa poitrine. Et 5 minutes après avoir enfin rencontré la fille qu'elle avait abandonnée 24 ans plus tôt, Vanessa. Mercé s'est enfuie sous la pluie de l'Ohio, tremblant si fort qu'elle pouvait à peine tenir ses clés de voiture. Pendant ce temps, dans cette cuisine chaleureuse, ma fille se tenait près de moi. En silence, et pour la première fois de sa vie, elle a cessé d'attendre que sa mère revienne. Après le départ précipité de Vanessa, personne n'a bougé pendant un moment. La porte d'entrée est restée entr'ouverte, juste assez pour laisser passer l'air froid de la pluie. Emma est restée là, fixant l'allée longtemps après que les feux arrière de Vanessa aient disparu. Je voulais dire quelque chose, je voulais arranger les choses. C'est ce que font les pères, même quand leurs filles sont des femmes adultes avec des prêts immobiliers, des badges d'hôpital. Et des maris qui les aiment. Mais il y a des moments que l'on ne peut pas réparer avec des mots, alors je suis simplement resté à ses côtés. Finalement, Marc s'est approché et a doucement fermé la porte. Patricia et Richard sont partis peu après.
Patricia n'a pas pleuré, n'a pas crié, n'a pas demandé d'explication à Emma. Elle n'en avait pas besoin, elle savait déjà. Elle a simplement touché le bras d'Emma et a dit « Je suis désolé que cela se soit produit chez toi. » Puis elle a regardé Richard. Un seul regard. Ça a suffi. J'ai travaillé autour des moteurs toute ma vie, je connais le bruit de quelque chose qui casse, même quand cela ne fait pas de bruit. Leur mariage n'a pas pris fin dans cette cuisine, pas officiellement, mais quelque chose s'y est fissuré. Irrémédiablement. Marc est resté près d'Emma le reste de la nuit. Je voyais à quel point il voulait la protéger du désordre de sa famille. Mais Emma n'était pas fragile. Blessée? Oui. Fragile? Non. Vers 21h30, elle s'est enfin assise à la table de la cuisine et a entouré de ses mains un mug de thé froid. Eh bien, a-t-elle dit doucement, c'était pire que ce à quoi je m'attendais. J'ai failli rire, puis je me suis retenu. Emma m'a regardé et a esquissé un minuscule sourire. Non, papa. Tu peux rire. C'était assez affreux pour en être drôle. Alors je l'ai fait juste un peu. Parce que parfois, l'humour est la seule chose qui nous empêche de nous effondrer. Pendant les semaines suivantes, la vie a semblé étrange. Vanessa a de nouveau disparu. Pas d'appel, pas de message, pas d'excuses dramatiques, rien. Une partie de moi n'était pas surprise. Les gens comme Vanessa ne partent généralement pas qu'une seule fois, ils partent par étapes chaque fois que la responsabilité les rattrape. La situation de Richard est devenue une affaire de famille privée. Marc n'en parlait pas beaucoup, et je ne posais pas de questions. Je respectais cela. Tout ce que je savais, c'est que Patricia s'était installée dans leur maison au bord du lac pour un temps, et Richard paraissait soudain n'avoir pris 10 ans de plus chaque fois que je le voyais. Quant à Emma, elle est retournée au travail. C'est ce que font les infirmières. Elles portent leurs propres blessures dans des chambres remplies de gens qui en ont besoin plus urgemment qu'elles. Un soir de novembre, je suis descendu à Cincinnati pour lui apporter à dîner. Rien de chic, un poulet rôti de chez Crozet, de la salade de pommes de terre et ces petits pains qu'elle prétendait toujours ne pas aimer tout en mangeant. 4. Elle a ouvert la porte et a dit, « Tu as apporté un pique-nique de petit vieux. » De rien. Nous avons mangé sur l'îlot de la cuisine, la même cuisine où tout avait éclaté. Pendant un moment, aucun de nous n'a mentionné Vanessa. Puis Emma a regardé vers la cheminée où la photo de famille se trouvait toujours. Elle ne l'avait pas enlevée. Cela m'a surpris. Ça ne te fait rien de regarder ça? Ai-je demandé. Elle a haussé les épaules. C'est toujours ma vie. Je ne vais pas la laisser gâcher un autre morceau de mon existence. Cela ressemblait à de la guérison pour moi, pas parfaite, mais réelle. Quelques mois plus tard, au début du printemps, Emma m'a appelé un dimanche matin. J'étais dans l'allée en train de vérifier la pression des pneus de mon camion, portant un vieux sweatshirt marron avec une tache de café sur le devant. « Papa » a-t-elle dit. Quelque chose dans sa voix m'a arrêté net. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien de mal. Je me suis relevé trop vite et mon genou a craqué. Alors pourquoi as-tu cette voix-là? Elle a ri au téléphone. Parce que je suis enceinte. Je n'ai pas parlé.
Je n'ai pas pu. Je suis resté là, debout, tenant un manomètre dans une main comme un imbécile pendant que les oiseaux pépiaient dans l'érable. Du voisin. Papa? Je suis là. Tu vas bien? Non. Elle a encore ri, plus doucement cette fois. Un mois plus tard, je l'ai accompagné avec Marc à l'un des rendez-vous parce que Marc était resté coincé au tribunal. Je me suis assis dans ce cabinet médical, me sentant totalement déplacé au milieu des affiches pastel et des minuscules modèles de bébés en plastique. Puis la technicienne a allumé l'écran. Et il était là, ce petit battement de cœur rapide. J'avais entendu des moteurs rugir, des freins hurler, du métal se briser et des buts tousser avant de reprendre vie par des matins glacés, mais rien n'avait jamais sonné comme ça. J'ai essuyé mes yeux avant qu'Emma ne puisse voir. Elle a vu quand même. Papa. A-t-elle chuchoté. Quoi? Tu pleures. Les allergies. On est en mars. Le pollen arrive tôt. Elle a serré ma main. Plus tard cet après-midi-là, nous nous sommes assis à la terrasse d'un petit café près de l'hôpital. Le temps s'était enfin réchauffé. Les gens promenaient leurs chiens, et le trafic bourdonnait dans la rue comme si la vie ordinaire ne savait pas quel miracle venait de se produire. Emma a fixé sa tasse pendant un long moment. Puis elle a dit, je me demandais souvent ce qui n'allait pas chez moi. Je l'ai regardé. Qu'est-ce que tu veux dire? Ce qui l'avait fait partir. Sa voix restait ferme, mais pas ses yeux. Quand j'étais petite même en grandissant, je me demandais si je pleurais trop quand j'étais bébé. Si j'étais trop exigeante, si quelque chose en moi lui donnait envie de ne pas rester. Cela m'a brisé le cœur d'une manière que la colère n'avait jamais pu faire. J'ai tendu la main sur la table et j'ai pris la sienne. Non, et aime. Je le sais. Maintenant, a-t-elle dit. Je le sais vraiment. Elle a baissé les yeux vers son ventre, encore à peine visible. Ce n'était jamais à propos de moi. J'ai hoché la tête, mais j'avais la gorge trop nouée pour répondre. C'était la vérité. Que je voulais qu'elle atteigne pendant 24 ans, pas parce que je la lui disais, mais parce qu'elle y croyait enfin. Cet été-là, j'ai retrouvé la vieille lettre, celle que Vanessa avait envoyée quand Emma avait 5 ans. Je l'avais gardée dans une boîte métallique dans le garage pendant des années. Pas parce que j'avais encore besoin d'une preuve. Peut-être parce qu'une partie de moi n'était pas prête à abandonner sa colère. Un soir, je l'ai sortie pour l'emmener près du brasero dans le jardin. Le soleil se couchait sur Columbus, teintant le ciel d'un orange doux derrière les toits. Les cigales chantaient dans les arbres. Quelqu'un à proximité faisait griller des burgers. Des bruits ordinaires. De bons bruits. J'ai déplié le papier une dernière fois. Les mots paraissaient plus petits que dans mon souvenir. Moins puissants. Presque pathétiques. Puis je l'ai jeté dans la flamme. Il s'est recroquevillé, noir sur les bords d'abord, puis a disparu en cendres. Je pensais ressentir une victoire. Au lieu de cela, j'ai ressenti de la paix. Et la paix, je l'ai appris, c'est mieux. Quelques semaines plus tard, j'étais assis sur le perron d'Emma, tenant ma petite fille pour la première fois. De minuscules doigts, une couverture rose. Ce poids chaud d'un nouveau-né contre ma poitrine. Emma était assise à côté d'eux. Moi, fatiguée et souriante.
Marc était à l'intérieur en train de faire du café, faisant bruyamment claquer les portes des placards comme un homme à qui on n'avait jamais confié une cuisine auparavant. Emma m'a regardé et a dit, « Tu as suffi, papa. » J'ai baissé les yeux vers ce bébé pour qu'elle ne voie pas mon visage se décomposer. Pendant des années, j'avais pensé que la vengeance signifierait que Vanessa regrette ce qu'elle a fait. Mais ce n'était pas ça. La vraie vengeance était plus silencieuse, c'était les bougies d'anniversaire, les paniers repas, les diplômes, les appels téléphoniques tard le soir. Une fille qui connaissait l'amour parce que quelqu'un était resté assez longtemps pour le lui apprendre. Vanessa a passé 24 ans à courir après un avenir qui n'a jamais existé. J'ai passé 24 ans à en construire un. Au final, je pense que cela dit tout. Si vous avez déjà été le parent qui est resté quand quelqu'un d'autre est parti, alors vous comprenez probablement cette histoire mieux que quiconque. Merci de m'avoir écouté et prenez soin des gens qui sont là quand ça compte.